Métiers de la transition, on est super content de vous recevoir ce soir. On a 4 super invités du coup pour parler avec nous de qu'est-ce que c'est les métiers de la transition, comment trouver sa place dans le secteur de l'impact. On va passer une petite heure ensemble et après on pourra passer un petit temps de questions-réponses. Donc si vous en avez, vous pouvez les mettre directement dans le chat ou les préparer pour tout à l'heure. Donc on est conscient qu'il y a à la fois dans le public des alumni et des étudiants. Donc on essaiera de répondre à tout le monde selon vos interrogations. Et on peut commencer sans plus attendre par la présentation de nos participants. Tac. Donc, je vais les laisser se présenter du coup par ordre d'apparition. Nico, si tu veux bien commencer. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Nicolas Verne, du coup, je travaille chez Job That Makes Sense. Je présente Job That Makes Sense. Ouais. Job That Makes Sense, qui est la plateforme d'emploi à impact positif de Make Sense. Donc, Make Sense, c'est une grosse asso qui fait plein de choses, qui va redonner le pouvoir d'agir aux citoyens, aux entrepreneurs, aux collectivités. Et là-dedans, Job That Makes Sense, notre mission, c'est d'accompagner à terme 10 millions de personnes dans leur transition professionnelle vers ce qu'on appelle l'impact positif. Donc, c'est de permettre à toutes les personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui sont un peu paumées, je dirais, de les orienter et les aider à définir leur projet, c'est les aider à se former aux compétences critiques pour répondre à un job d'impact positif. C'est référencer chaque mois des milliers d'offres d'emploi à impact positif pour trouver finalement un job qui a du sens pour eux. Et moi, là-dedans, du coup, je suis responsable commercial de Job That Makes Sense. Et je suis alumni d'Audencia, j'ai créé Audencia Transition, donc finalement le pendant de RSB for Change, on travaille souvent ensemble, donc je suis ravi d'être avec vous. Voilà. Merci Nico. Catherine. Bonsoir à tous, ravi d'être là aussi. Merci pour votre invitation Théo et Marie et de l'organisation de ce moment d'échange. Je suis aujourd'hui directrice des opérations d'un cabinet de chasse de tête qui s'appelle Birdeo, qui existe depuis plus d'11 ans maintenant et qui, depuis le premier jour, s'est spécialisé dans le recrutement de talents dans les métiers de la RSE et du développement durable. Aujourd'hui, qui s'étend aussi aux métiers à impact positif, et on y reviendra peut-être sur ce que l'on peut mettre derrière ce terme. Parfait. Pauline. Bonjour à tous, donc moi c'est Pauline Léniel, donc je suis alumni P26, donc comme Marie. Donc moi je travaille chez Imagreen, donc qui est un confrère, on va dire, de Birdeo. Dans le même sens, donc nous on a un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans leur transition environnementale et les hommes et les femmes sur le marché de la transition. Donc voilà. Et Samuel, pour terminer. Oui, merci Marie et merci Théo pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Samuel Pilot, je suis bénévole au sein des Shifters. Les Shifters, c'est une association qui est adossée à un think tank qui s'appelle The Shift Project, que vous connaissez peut-être, il est présidé notamment par Jean-Marc Jancovici. Et nous, les Shifters, on est des bénévoles et je fais partie d'un projet qui a été lancé par ces bénévoles il y a un peu plus d'1 an qui s'appelle Shift Your Job. Et qui consiste à recenser sur une plateforme accessible en ligne, shiftyourjob.org, .org et non pas .com, actuellement 1500 entreprises, associations, institutions publiques qui recrutent potentiellement et surtout qui s'inscrivent dans une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre compatible avec un réchauffement limité à moins de 2 degrés. Et donc, c'est un outil très utile si vous voulez soit voir quels sont les enjeux de tel ou tel secteur par rapport au sujet du climat, soit trouver des employeurs potentiels pour avoir un impact concret sur le climat dans votre travail. Je te rends la parole, Marie. Yes. On termine avec Théo. Du coup, nous, cofondateurs du club RSB for Change, lancé en mars dernier. Et voilà, notre rôle, c'est d'accompagner étudiants et alumni dans le secteur de la transition écologique, environnementale et sociale, à travers des ateliers comme celui-là ou la mise à dispo d'outils. Et on travaille aussi avec le pôle RSE de l'école pour un peu les accompagner, les aider sur la transition de RSB vers une école plus orientée, qui intègre tous ces indicateurs de durabilité, plus orientés développement durable et RSE. Impec.
Du coup, chers invités, pour ce soir, on aimerait commencer par une question assez importante, qui est, pour qu'on soit tous d'accord sur le terme transition, parce que peut-être ça ne parle pas à tout le monde, d'impact positif. Quels sont du coup les critères que retiennent vos organisations à chacun pour parler de transition ou de métier à impact? Qu'est-ce que ça veut dire pour chacune de vos organisations? Qu'est-ce qu'on fait dans un ordre particulier? Chez Job That Makes Sense, donc on a 5000 recruteurs qui sont sur la plateforme, et donc il y a un énorme enjeu de savoir en fait qui vient, qui vient pas. On peut retenir pas mal de définitions possibles. Le critère le plus simple finalement qu'on a retenu, c'est est-ce que l'entreprise ou l'association ou la structure du moins a un impact direct sur au moins un des 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Donc ça va être la lutte contre la pauvreté, une alimentation durable, la biodiversité, etc. Voilà notre critère. Très clair. On a fini de rebondir, je vous laisse rebondir. Alors dans notre cas, on accueille en fait deux grands types d'entreprises, celles que j'ai l'habitude de qualifier des entreprises d'avant qui veulent faire en sorte que elles transitionnent vers des activités qui incluent la durabilité et qui vont donc créer un certain nombre de postes sur soit de la RSE très transverse, soit, et c'est le cas de plus en plus, sur des postes très précis pour s'attaquer, entre guillemets, à un aspect particulier de la RSE ou du développement durable, sur des questions de climat, sur des questions de biodiversité ou de logistique responsable ou de finances responsables. Donc ça, c'est un des gros parties de nos clients. Et puis, on a ce qu'on appelle les entreprises à impact positif, qui sont celles qui se sont créées autour d'un projet à impact social, sociétal ou environnemental. Donc, elles ont des besoins qui sont différents, pas tant de RSE, pas tant de vouloir transformer leur entreprise vers de la durabilité, puisque c'est inclus dans leur ADN, mais elles recherchent des collaborateurs qui vont les aider à porter leurs projets, donc que ce soit des fonctions commerciales ou des fonctions marketing ou des fonctions juridiques ou des fonctions financières. Donc, c'est voilà, les deux grands types d'entreprises pour lesquelles on travaille, mais qui ont des missions, en tous les cas, d'inclure la durabilité dans leur projet d'entreprise. Très bien, merci. Nous, de notre côté, on s'était très focalisé sur les entreprises qui avaient déjà du sens et qui étaient déjà implémentées dans la transition, donc c'est-à-dire les entreprises du déchet, de l'eau, des énergies renouvelables, tout ce qui agissait sur l'environnement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça suffit pas, qu'au final, tout type d'entreprise peut être inscrit et doit être inscrit dans la transition environnementale au sens large. Donc, on inclut aussi les entreprises qui sont pas encore aujourd'hui dans la transition, mais qui veulent le devenir, comme par exemple, je pense aux entreprises du textile ou de l'agro-agroalimentaire. Et du coup, justement, on accompagne, on pousse ces entreprises à se transformer. Et on se base notamment, nous, surtout essentiellement sur des critères B Corp ou entreprise à mission. Voilà. Ok. Et de notre côté, à Shift Your Job, cette question de quels sont les critères qui permettent de dire qu'une entreprise ou qu'un employeur potentiel contribue à la transition bas carbone, c'est une question qui est cœur de métier chez nous parce que on tag ou on ne tag pas, on inclut ou on n'inclut pas, on ne référence ou on ne référence pas une entreprise en fonction de sa contribution ou non au fait qu'elle à sa compatibilité à une trajectoire moins de 2 degrés. Et je vais rentrer un petit peu dans le détail parce que je pense que ça illustre bien le niveau de détail auquel vous devez aller si vous voulez sélectionner une entreprise qui a un fort impact, dans notre cas sur le climat, et je pense que c'est transposable à d'autres sujets. On a identifié 6 leviers d'impact qui sont la sobriété, l'efficacité énergétique, la décarbonation de l'énergie, le stockage de CO2, l'adaptation au changement et le soutien à la transition. Et si je prends un exemple très concret, la sobriété, une entreprise qui va
substituer, c'est-à-dire proposer une alternative qui est moins émettrice en gaz à effet de serre pour une fonction équivalente, va pouvoir rentrer dans nos critères. Par exemple, Chiloé, qui propose des voyages et des expériences en France, remplace un service qui est aujourd'hui fourni par des agences de voyage qui proposent des voyages à l'étranger et qui, du coup, dont le billet d'avion émet énormément de CO2. Et pour la petite histoire, nos critères sont mouvants et en discussion permanente, et ça illustre le fait qu'on est collectivement en train de maturer sur qu'est-ce qui est efficace pour la transition ou pas. Et pour vous donner un exemple, on a en ce moment une marque de sous-vêtements produisant en France que je ne citerai pas, pour laquelle on se pose la question, dans la mesure où elle exporte, où elle compte exporter aux États-Unis, est-ce qu'on peut l'accepter chez nous, sachant que cet export vers les États-Unis va du coup émettre du carbone et casse un peu la logique de production locale. Je cite cet exemple pour vous dire que c'est pas forcément facile d'évaluer si une entreprise contribue autant que vous le souhaiteriez ou pas, et il n'y a malheureusement pas forcément de critères qui fonctionnent pour tous les cas, et il y a besoin de se renseigner, si vous voulez contribuer au sujet du climat, vous renseigner sur le climat et vous renseigner sur l'activité spécifique de l'entreprise. J'ai dit. Super, merci à tous pour cette brève un peu introduction sur la partie qu'est-ce qu'une entreprise a impact, qu'est-ce qu'une entreprise qui travaille dans la transition et quels sont les critères au final pour que vous, votre organisation, donc, définisse ces entreprises, organisations comme relation à impact positif. La première question de ce soir va être de savoir qui recrute dans les secteurs de l'impact, dans la transition, quels sont les secteurs qui recrutent, quels sont les métiers dans ce secteur-là, et aussi à quel endroit, est-ce qu'il faut mieux être à Paris, il vaut mieux être en province, etc. Où chercher au final si on souhaite travailler dans les secteurs de la transition. Est-ce qu'on garde toujours ce même ordre ou vous voulez comprendre? Qui veut se lancer, peut-être avec des chiffres ou des... Vas-y Samuel, je te sens. Pardon, j'ai un élément à donner, mais ça ne va pas forcément être des chiffres. Mais sur le sujet du climat en particulier, je ne sais pas encore qui recrute dans quel secteur d'activité. J'ai moins de données que les cabinets de recrutement sur le sujet. En revanche, ce que je peux vous indiquer, c'est que le Shift Project, le think tank auquel est adossée l'association dont je fais partie, est en train de rédiger ce qu'on appelle le plan de transition de l'économie française. Et donc, secteur par secteur, donne les principaux leviers pour que ces secteurs transitionnent vers une économie bas carbone. Typiquement, pour le secteur du logement, ça va être l'isolation thermique des bâtiments et la mise en place de pompes à chaleur ou d'autres moyens à faible consommation d'énergie de chauffer un logement. Et donc, je vous invite, je vois pas le chat, et donc je vais pas réussir à vous mettre le lien, mais si ça vous intéresse, à taper plan de transition de l'économie française, Shift Project ou PTF Shift Project sur Google, et vous allez avoir des synthèses qui donnent en un paragraphe sur un secteur donné les principaux leviers de transition bas carbone. Et je vais peut-être passer la parole à l'un des cabinets de recrutement qui doit disposer de statistiques, j'imagine. Pauline? T'es sur mute, Pauline, attends. Il faut que tu réactives ton micro. Je peux faire. Sinon, pour meubler, tu parlais de téléphone? Vas-y, Nicolas. Du coup, vous m'entendez sur Job That Makes Sense, du coup, qui recrute donc déjà, c'est à peu près à moitié-moitié entre association et entreprise. Il se trouve que, mis à partie, il se trouve que souvent le ESS, qui est souvent le raccourci le plus simple entre une entreprise à impact positif et l'ESS, c'est plus un secteur de niche aujourd'hui, ça représente plus de 10% des emplois, ça représente 2,3 millions de salariés. Donc, j'ai un petit aparté pour vous dire que ça représente beaucoup d'emplois. Les secteurs qui se recrutent le plus, j'ai regardé les statistiques là, juste avant de venir sur Job That Makes Sense, qui représente déjà
pas mal d'entreprises, ça va être l'éducation. Il y a énormément d'offres dans l'éducation. Ça va être autour de l'écologie, autour de l'alimentation durable, autour de l'inclusion par l'emploi, autour de la tech for good, de l'économie circulaire, de l'engagement citoyen et du social. Voilà, pour moi, les 7, je dirais, secteurs qui recrutent le plus aujourd'hui. Il y a bien d'autres secteurs, mais de mon prisme dans les entreprises, je dirais, engagées. Et les autres questions, c'était quel type de métier, c'est marrant, là, j'en dégagerai 4 gros types. Si vous avez posé la question, 4 gros types. Il y a et là-dedans, il y en a 3 extrêmement pénuriques pour moi sur le marché. Il y a toute la verticale commerciale, donc du coup du business développeur, il y a plein de métiers dans le commercial, mais en gros il y a la verticale commerciale, il y a la verticale marketing et notamment marketing digital, et il y a la verticale développeur. Ça pour moi c'est des métiers pénuriques où il y a une énorme demande sur tout type d'entreprises, engagées ou pas, mais notamment dans les entreprises engagées, et un métier qui est assez spécifique, je dirais, aux entreprises engagées, c'est les métiers pour moi transverses, parfois même un peu fourre-tout, de chargés de mission, de coordinateurs, etc., qui sont en fait dans toute structure. Il y a énormément finalement de chargés de programme, etc., qui sont présents, qui demandent des capacités de facilitation, de gestion de projet. D'ailleurs, on y reviendra par la suite. Et où en France, si je me fie aussi sur Job at Make Sense, 50% des offres, ou 60 même, sont en France, soit à Paris ou Île-de-France. Et après, c'est souvent en centre urbain. Donc de tête, pour moi, si je prends des stats sur Job at Make Sense, c'est 10% à Lyon, 5% à Nantes, 5% à Bordeaux, 5% un peu moins de 5% à Marseille, Lille. Voilà pour les stats que j'ai. Vous voulez challenger, Catherine, peut-être? Non, je suis d'accord sur la répartition entre l'Île-de-France et le reste de la France. C'est vrai que la majeure partie de nos postes sont encore en Île-de-France parce que les sièges sociaux des entreprises sont en Île-de-France et que les métiers autour de la RSE font partie des fonctions support et se retrouvent très souvent au sein du corporate, donc en Île-de-France. On voit de plus en plus de postes en province parce que on est dans une phase maintenant où, j'allais dire, les grandes entreprises du CAC 40 se sont relativement bien équipées. Et on passe à l'étage en dessous maintenant. Et donc, on a de plus en plus de grosses ETI, de grosses PME qui rentrent dans la danse et elles ont leurs sièges sociaux qui, elles, ne sont pas particulièrement en Île-de-France. Donc, on peut se retrouver avec un certain nombre de postes dans le Nord, et j'imagine que Pauline ne me contredira pas. Mais il y en a aussi, effectivement, du côté de Bordeaux, il peut y en avoir du côté de Marseille, du côté de Lyon. Effectivement, ça commence à venir aussi en province, avec de très belles opportunités. Quel type de métier? Alors, nous, on a quand même un prisme assez particulier sur les postes et les entreprises que nous accompagnons. Ce que moi je remarque, et ça fait 3 ans que je suis chez Burdeo, et je vois déjà une évolution depuis ces 3 dernières années, c'est que au sein des grandes entreprises, vous avez moins maintenant de postes de RSE transverses. Ceux-là, entre guillemets, ils sont aujourd'hui pourvus. Ce que font ces grandes entreprises, c'est qu'elles étoffent leurs équipes avec de plus en plus d'experts sur des sujets de plus en plus pointus qui correspondent aux enjeux qui sont leurs enjeux filières. Donc vous avez de plus en plus d'experts en climat, en carbone, bien évidemment, c'est un grand sujet, en biodiversité, mais vous avez aussi de plus en plus de besoins autour de la finance et de la fameuse DPEF. Donc ça s'expertise. Ce que l'on remarque aussi, c'est que les ETI qui rentrent maintenant sur ce sujet, elles ont des besoins du coup de responsables RSE transverses qui vont les aider à construire cette démarche et à enclencher un certain nombre d'actions. Dans quel secteur d'activité? Honnêtement, aujourd'hui, ça concerne l'ensemble des secteurs d'activité, mais ce que l'on peut dire, ce qui peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent, et qui se posent la question de savoir où ils vont aller, c'est qu'il y a quand même une vraie corrélation
j'espère que vous irez dans mon sens, mais il y a une vraie corrélation entre la réglementation et les secteurs qui bougent. Parce qu'on ne va quand même pas se mentir, une entreprise, elle va bouger quand elle est confrontée à des obligations, et très souvent des obligations réglementaires en plus de ces utilisateurs ou de ces consommateurs qui vont éventuellement pousser le sujet, mais ces obligations réglementaires vont la faire agir. Voilà, et sur donc quel type de métier, voilà, je pense que j'ai répondu aux 4 questions. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ouais, c'est bon, ouais. Super. C'est l'enceinte du coup qui a fait bugger. Désolée. Non, du coup, moi, je rejoins Catherine sur le fait qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup diversifié, et tant mieux. Nous, on était très focalisés il y a quelques années sur les secteurs natifs, donc on appelle les énergies renouvelables, l'eau, les déchets, et qui employaient du coup à l'époque énormément d'ingénieurs, enfin de profils plutôt ingénieurs et techniques. Et aujourd'hui, comme je le disais au début, tous les secteurs, et on se rejoint tous là-dessus, tous les secteurs embauchent et sont en train de passer dans la transition environnementale. Donc il n'y a pas de... voilà, si vous voulez travailler dans le secteur plutôt agro, textile, le retail, de toute façon, il y aura des emplois dans la transition. Donc au niveau des secteurs, c'est devenu assez large. Et au niveau des métiers, c'est pareil, et je rejoins ce que disait Nicolas. On recherchait des profils très techniques à la base, et maintenant on recherche des profils un petit peu couteau suisse qui savent faire du développement commercial, du développement stratégique, de la gestion de projet. Voilà, c'est devenu beaucoup plus vaste en termes de compétences, et à la fois en même temps très précis. Je rejoins Catherine sur le fait d'avoir de l'expertise dans certains domaines. Je pense notamment au secteur de l'immobilier, qui embauche pas mal dans le secteur de la transition énergétique. Voilà, c'est des expertises qui sont aujourd'hui très recherchées parce que c'est en plein boom, en plein développement, qu'aujourd'hui, que ça soit les particuliers, les copropriétés ou même les entreprises, aujourd'hui tout le monde se pose la question de comment faire en sorte que son bâtiment soit durable. Donc voilà, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels aujourd'hui on peut travailler pour être dans la transition. Et après, en termes de secteur, j'essaye de ne pas oublier de questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont leur siège à Paris. Donc beaucoup de profils RSE ou gestion de projet à Paris, mais il y a aussi énormément d'entreprises qui ont développé des agences en province, que ça soit à Lyon. Je pense par exemple au secteur du photovoltaïque qui est énormément présent dans le sud de la France, ce qui est logique. Le secteur de la méthanisation, de l'éolien qui est très présent en Bretagne. Le bâtiment, on a aussi beaucoup d'acteurs dans le Nord. Donc voilà, au final, chaque région a un petit peu sa force de frappe, et pour moi, il y a moyen de trouver un job partout, pas forcément à Paris. Je voulais rajouter 2 secteurs. Le secteur de la finance. Ouais, finance verte. Enfin, ça fait 2 ans, mais ça continue, et c'est vraiment un secteur qui explose en termes de prise en considération, en tous les cas, de ces fameux critères ESG. Et j'allais dire, en la finance, c'est à tous les étages, que ce soit au niveau des grands établissements bancaires, mais aussi sur des fonds de private equity ou des structures plus petites. Et bien évidemment, le secteur du conseil, on n'en a pas parlé, mais n'oublions pas le secteur du conseil, qui, là aussi, quand les équipes existent, sont en train de démultiplier le nombre de collaborateurs, et les autres cabinets de conseil qui n'avaient pas éventuellement ou peu de practice DD RSE qui sont là aussi en train de monter en puissance, sans bien évidemment oublier les cabinets de conseil qui sont nés de ce type de projet. Je pense que Théo peut nous en parler. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Nicolas, aussi? Ouais, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'était de reprendre un tout petit peu de recul pour voir ce qu'on vous dit, c'est que là, on a plein d'approches qui sont complémentaires et qui montrent finalement l'exhaustivité des offres dans l'impact positif. C'est qu'en fait, il y a vraiment, du coup, pour simplifier, vraiment 2 types de structures. Il y a les entreprises
engagés sur laquelle du coup, il n'y a pas besoin de compétences en durabilité. En fait, c'est les métiers traditionnels, commercial, marketing, etc. Mais en fait, parce qu'on contribue déjà, en fait, je dirais, à une mission sociale et environnementale. Donc moi, par exemple, j'ai j'ai aucune compétence en durabilité. Moi, mon job, c'est d'inventer un modèle économique innovant qui contribue à un impact social qui permettre à un maximum de gens de faire la transition pro et d'aider un maximum de recruteurs de recruter de façon accessible. Et de l'autre, il y a toutes les entreprises d'avant, dites traditionnelles, qui, elles, se sont construites, ont des business models qui n'a pas pour but d'avoir une mission sociale environnementale. Et là, ils sont en train d'essayer de se transformer parce qu'il y a une énorme pression des parties prenantes, des financeurs, des collectivités, des salariés, des consommateurs, etc. Et qui, elles, ont besoin d'expertise très forte en durabilité. Donc d'abord des postes transverses, comme tu le disais, Catherine, puis après de plus en plus des experts en achat durable, décarbonation de la chaîne de valeur, revoir les chaînes d'approvisionnement, etc., etc. Et là, du coup, qui demandent d'être expert, d'avoir des hard skills très fortes. Et finalement, du coup, il y a vraiment deux types de métiers. On pourrait même rajouter un troisième pilier que je rattachais au deuxième, qui sont les consultants durables, qui là, du coup, vont accompagner les transformations des entreprises. Mais ce qui fait qu'il y a vraiment, du coup, deux types, pour moi, de métiers très différents selon le niveau de maturité d'entreprise qu'on a. Donc, en fait, peut-être qu'on est, si on est dans une TPE, il y a besoin de compétences de durabilité, mais peut-être plus transversales. Une grosse entreprise a besoin d'être plus expert, mais sur un sujet donné. Et si on est dans une petite entreprise traditionnelle, pas besoin d'être très bon en durabilité, enfin, pas besoin de savoir comment on décarbone une chaîne de valeur, parce que la chaîne de valeur est, entre guillemets, déjà bas carbone, et il y a juste besoin de développer le business, quoi. C'est complètement ça. Ok, tant mieux. C'est fou, vous êtes tous d'accord, c'est génial. On a une autre question aussi sur les compétences attendues par les entreprises ou les acteurs de la transition. Là, je parle en termes hard skills, mais aussi soft skills. Et avec une distinction, est-ce que il y a des distinctions, s'il y en a, pour les étudiants ou les personnes qui sont en reconversion? Voilà, toujours bien faire le différentiel. Catherine, je sens que... C'est un vaste sujet passionnant. Ouais. Alors, sur ce qu'on appelle les entreprises à impact positif, dont Nicolas a pléthore d'exemples, où effectivement la technicité n'est pas celle de la durabilité, mais du métier qu'on a choisi, marketing, commercial, logistique, appro. Nous, ce qu'on va rechercher, ça va être une adéquation des valeurs à ce moment-là. Et c'est pour ça que ces entreprises viennent vers nous. C'est qu'elles recherchent des collaborateurs qui vont être en accord avec les valeurs qu'elles portent. Donc là, on est plutôt sur du soft skills et sur la verbalisation, en tous les cas, de la part des candidats, de vouloir s'engager dans une entreprise qui a dans son ADN la volonté de contribuer à un monde meilleur. Sur les hard skills des postes RSE, DD en entreprise, j'allais dire que ces hard skills, elles doivent être en lien avec les enjeux de l'entreprise. Si vous allez candidater pour un poste d'expert climat, bien évidemment, on va attendre de vous que vous sachiez ce qu'est un bilan carbone et que vous ayez une très bonne idée de ce que l'on peut faire en termes de décarbonisation. Si vous allez sur un poste de performance extra-financière, on va vous demander de savoir ce que c'est qu'une DPEF et de pouvoir conduire une campagne de reporting. Donc ça va vraiment dépendre, j'allais dire, des enjeux de l'entreprise au niveau des hard skills. Sur les soft skills, c'est quelque chose sur lequel Caroline Renou, la présidente de Burdeo, a communiqué depuis très longtemps, mais ce qu'on va rechercher, c'est une très grande curiosité, parce qu'on est sur des sujets qui sont passionnants, enthousiasmants, mais qui n'en sont qu'au début et qui sont en perpétuel recommencement. Donc il faut en tous les cas une très forte curiosité, une très grosse envie d'apprendre, beaucoup de ténacité, parce qu'on se prend très souvent des portes. Il faut avoir une très grande capacité à pouvoir faire passer ces messages en les vulgarisant, en embarquant, être un très bon pédagogue et un très bon diplomate pour pouvoir faire passer ses idées. Qu'est-ce qu'on va chercher d'autre? On va chercher aussi beaucoup
à ce que les candidats aient une vraie appétence pour le réseau. Et c'est quelque chose où vous m'entendrez souvent en parler du réseau, peut-être dans les points qu'on abordera après, mais c'est très important d'avoir un réseau étoffé sur le sujet, parce qu'encore une fois, ce sont des sujets mouvants et j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais j'ai l'impression que sur ce secteur, on travaille vraiment beaucoup ensemble. Même des entreprises qui sont concurrentes vont travailler ensemble pour chercher des solutions ensemble. Et avoir un réseau, c'est la capacité à appeler un de ses pairs en disant, ben voilà, moi je suis confronté à tel sujet, comment as-tu fait ? Quelle solution as-tu mis en place? Avec quel partenaire travailles-tu? Donc, la notion de réseau est aussi très importante. Je suis sûre que j'ai oublié d'autres soft skills, mais voilà. En tout cas, tu l'illustres très bien avec la présence d'Imagreen ce soir, comme quoi vous êtes... Oui, on peut, bien sûr, avec plaisir. On est Bicorp ensemble et société à mission ensemble aussi, de toute façon. Donc, Nicolas? Ouais, je peux compléter. Et ce qui est vraiment, du coup, c'est qu'on n'a pas on a une approche complémentaire sur la point de vue des compétences. Donc, j'étais d'accord avec tout ce que tu as dit. J'affine sur les connaissances et compétences attendues par les entreprises, je dirais, dites à impact. Pour moi, il y a 3-4 choses qui sont assez communes à toutes. C'est une connaissance assez générale des enjeux. Donc, en fait, c'est se tenir informé de l'actualité, des enjeux, et notamment du secteur, je dirais que vous allez rejoindre. Mais en fait, c'est suivre les influenceurs LinkedIn, que sont, je sais pas, des Juliette Noël, des bons potes, etc. Enfin, du coup, si vous arrivez et que vous ne parlez pas le même langage et que vous ne comprenez pas les enjeux, ou on pourrait parler de normes ISO 26000 ou autres, dans d'autres types de secteurs, ça va être problématique. Donc il y a une connaissance générale surtout, c'est la première attente, je pense. Il y a une deuxième attente qui, en fait, c'est bien d'être un activiste, d'être engagé. Encore faut-il savoir, je dirais, organiser l'impact positif. Donc en gros, il ne suffit pas de comprendre les enjeux, il faut avoir les compétences, je dirais, managériales pour y répondre et intégrer ces enjeux au cœur de la stratégie, au cœur du business model des entreprises. Donc ça, c'est savoir définir une stratégie, des projets, les mettre en œuvre avec des indicateurs, souvent ce qu'on peut apprendre typiquement en école de commerce, ou pas que, mais du coup, il y a cette notion de mettre en place le projet. Et enfin, j'ai 4 piliers, on va dire. Troisième pilier, et là du coup, je rejoins ce côté pédagogue, diplomate, etc. Pour moi, quand on est dans une entreprise à impact, on va parler le lundi avec un syndicat, le mardi avec une entreprise privée, le mercredi avec une collectivité, le jeudi avec je sais plus ce que j'ai dit, un bénévole, le vendredi, qu'est-ce qui manque? Bon, bref, vous avez compris, en gros, on parle avec tout un tas de parties prenantes, et donc du coup, il faut être capable de parler déjà avec un discours cohérent à chacun, dans son langage, sans retourner sa veste. Et donc du coup, ça s'apprend pas dans une école, ça s'apprend que sur le terrain. Et donc du coup, savoir parler à tout le monde et faciliter, mettre tout le monde autour d'une table et faire avancer un projet, c'est quelque chose qui est assez commun à beaucoup d'entreprises à impact. Et enfin, petit bonus sur la capacité à engager et mobiliser des bénévoles. Et souvent, les entreprises engagées ont souvent des bénévoles qui plus aident du coup les assos. Et là, du coup, cette capacité à fédérer, mobiliser, faciliter, engager des bénévoles, je pense, est attendu, et d'arriver aussi, du coup, finalement, à traduire son engagement dans ses activités, dans ses personnels ou associatifs. Parce qu'en fait, juste dire, tiens, j'ai envie de travailler dans votre boîte, je me suis réveillé, je bossais chez... caricaturant chez Total hier, aujourd'hui je bossais dans l'impact. Oui, mais en fait, il faut arriver aussi à traduire, montrer une certaine cohérence dans son parcours et démontrer par ces actes bénévoles ou autres qu'on est engagé. Je m'arrête. Merci Nicolas. Pauline, du coup, est-ce que dans les compétences c'est déjà très complet. Ouais. Vous avez déjà bien cerné le sujet. Qu'est-ce que je pourrais rajouter Ouais, pour moi, l'essentiel, on apprend beaucoup à l'école, mais comme disait Nicolas, c'est beaucoup de s'instruire, d'aller voir, de découvrir, de former, de se reformer, parce que c'est des secteurs qui bougent beaucoup, qui bougent tous les jours. Et donc voilà, pas hésiter à se former. Et déjà, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez déjà la curiosité et l'envie de vous informer. Donc déjà, bravo pour ça.
En tant que junior, pour moi, c'est important d'avoir des valeurs et de montrer qu'on est curieux sur ces secteurs-là. Voilà. Nous, on a souvent des personnes, des juniors en entretien qui nous disent j'ai envie d'aller dans ces secteurs-là. Mais pourquoi on leur demande pourquoi, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en lien avec la transition. On nous répond très souvent des choses bateaux du type je trie mes déchets. Alors c'est très bien, mais voilà, il faut montrer qu'on est très curieux. Il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez vous informer. N'hésitez pas à poser des questions, à aller à des salons. Il y a énormément aujourd'hui de conférences en ligne. Voilà, de s'informer vraiment quasi quotidiennement, c'est pour moi le b.a.-ba de ce secteur-là. Et je vais ajouter un petit élément chiffré qui vient d'une enquête que j'ai faite à laquelle il y a une centaine de répondants. Parmi cette centaine de répondants, une cinquantaine de personnes qui envisagent une transition professionnelle. J'ai été très surpris de voir que à peu près 4 personnes sur 5 dans les répondants et répondantes envisageaient un changement de métier ou une acquisition de nouvelles compétences, et que seulement à peu près 2 sur 5 envisageaient de se rendre chez un employeur plus vertueux. Et je vois Nicolas sourire. En fait, quand j'entendais parler de compétences commerciales, marketing, développeurs, je suis sûr que sur ces 4 personnes sur 5, il y en a qui sont commerciales, qui ont des compétences en marketing, en développement ou en d'autres choses que dont des entreprises peuvent avoir besoin. Et donc, pour donner un exemple très concret, il se trouve que je suis par ailleurs coach en choix d'orientation professionnelle et j'accompagne actuellement une personne qui est consultante et qui se dit je sais pas ce que je sais faire, moi je sais parler à plein de gens et recueillir de l'info et les mettre d'accord pour qu'ils travaillent ensemble. Et en fait, elle soupçonne pas à quel point sa compétence est utile. Là, quand je vous entends parler de fédérer des bénévoles, avoir des capacités pédagogiques et de diplomatie. Et donc, si vous êtes sur des fonctions support, très probablement, il y a des entreprises qui ont du sens qui peuvent vous embaucher. Si vous êtes sur le cœur de métier de votre entreprise, là, vous avez certainement des choses à faire pour le faire évoluer, et dans tous les secteurs. En médecine, le recyclage on parlait de recycler, de trier ses déchets. Il se trouve qu'en médecine, le recyclage est très peu fait, et qu'il y a des marges de manœuvre sur le gaspillage de médicaments, le sourcing. Il y a des choses qu'on peut faire au sein de son métier, et pour moi, une transition professionnelle, c'est beaucoup plus facile et peut-être même à plus forte valeur ajoutée pour votre employeur si vous gardez vos compétences, ou si vous trouvez moyen d'en tirer profit dans un contexte qui vous permet d'avoir un impact environnemental. J'ai dit. Je vais prendre la main de 30 secondes. Je rebondis, Samuel, pour les personnes qui seraient en reconversion ou qui envisagent une reconversion. Effectivement, faites ce travail d'aller détecter vos compétences transférables, parce que vous avez déjà un socle d'expérience, vous avez développé des compétences, et il y a des compétences qu'on appelle des compétences transférables et qui vous seront utiles et valorisables dans votre prochain métier. Donc ça, il faut y penser, il faut faire ce travail-là de les faire ressortir. Je voulais juste rajouter 3 points. Quand on parlait d'engagement, on a l'habitude de dire chez nous, il faut être engagé mais pas militant. Si vous allez travailler pour une ONG, on vous demandera d'être militant. Si vous allez travailler dans une entreprise privée, on vous demande d'être engagé, de pouvoir porter le sujet, de l'incarner, mais le militantisme, ce n'est pas exactement ce que l'entreprise va peut-être rechercher. Donc, on a toujours un petit bémol en disant attention, engagé mais pas militant. Une autre caractéristique aussi de ces métiers, c'est beaucoup d'accompagnement à la conduite du changement. Donc, si dans vos métiers actuels, vous faites de l'accompagnement, que vous l'avez fait peut-être sur du digital auparavant, il y a beaucoup d'accompagnement à la conduite du changement. Et le dernier point, non négligeable, c'est votre maîtrise de l'anglais. 99% des jobs que j'ai aujourd'hui au sein de Burdeo, l'anglais est courant professionnel, est un prérequis. Et c'est non seulement l'anglais professionnel du sujet,
être capable de parler de transition de durabilité en anglais, mais rappelez-vous, il faut embarquer un certain nombre de parties prenantes dans une entreprise, donc c'est aussi avoir cette capacité à parler, à avoir des conversations en anglais de manière très fluide. Mais ça, j'insiste beaucoup parce que c'est vraiment une demande et un prérequis aujourd'hui. Ça marche. Je me permets, c'est intéressant. C'est quoi la différence entre être militant, comment on définit un militant et un engagé? Ou alors c'est quoi être trop engagé? Ouais, où est le curseur? C'est une excellente question avec des étudiants, quand je vais dans certains nombres d'écoles, on me challenge très souvent sur cette question-là. Si vous voulez, quand vous avez des opinions politiques, vous pouvez les porter, mais vous n'allez pas tous les jours dans l'entreprise distribuer des flyers pour le parti que vous soutenez. C'est vous dire que vous pouvez être engagé, mais pas militant, dans le sens où l'entreprise, elle aura de toute façon une stratégie donnée à un moment donné, et que si vous finissez par vous dire qu'elle n'est vraiment pas en accord avec ce que vous pensez, à un moment donné, il y a une question à se poser. C'est-à-dire on fait pas, l'entreprise, c'est pas une philanthrope, elle est là pour, in fine, quand même, faire du business, et par conséquent, c'est un sujet sur lequel il faut faire très attention, il faut faire très attention en entretien aussi, de la manière dont on peut le faire passer, entre guillemets. Pauline, je ne sais pas si tu peux venir à ma rescousse là. Non, bah moi je prendrais l'exemple tout simplement en interne. On a beaucoup de personnes qui sont véganes ou des parents qui utilisent des couches lavables. Il y a beaucoup de débats, mais beaucoup de personnes ouvertes d'esprit. Et tout le monde ne s'est pas transformé en végane ou utilise des couches véganes pour les parents. Donc, pour moi, la différence entre militant et engagé, c'est un engagé va proposer des idées, mais va aussi écouter les personnes qui ne sont pas d'avis avec cette idée, alors qu'un militant va plutôt imposer cette idée. Enfin, c'est mon avis. On aurait dit la primaire écolo, tout le monde était d'accord, donc je voulais un peu mettre mais non, mais c'est une question pertinente. Oui, moi je me dis que militer pour ces idées, être suffisamment persuadé pour arriver à emmener mais être engagé aussi dans la boîte et être courant. Je sais que dans mon ancienne boîte, j'étais aussi dans un cabinet de recrutement et il se trouve que pendant 3 ans, j'ai milité, si on veut, jour après jour, semaine après semaine pour emmener la boîte parce que j'aimais ma boîte en fait et je voulais qu'elle y aille avec moi. Bon, finalement, en effet, comme tu l'as dit, la dissonance cognitive à la fin était trop forte. Et j'ai compris que c'était. Du coup, je suis parti, mais je trouve que d'avoir un fort niveau d'engagement pour arriver à. Alors, du coup, le mot imposer a été dit, donc du coup, pas imposer, mais à emmener toutes les parties prenantes de l'entreprise dans le chemin qui pense être bon et dans la seule voie possible en fait d'une croissance qui ne peut pas être illimitée dans un monde de ressources limitées. Bon, j'ai l'impression que je m'emmêle les pinceaux ou du moins moi-même là je suis en train de militer, mais je trouve que c'est important d'avoir des valeurs, des convictions et que de les porter en entreprise. J'ai envie d'ajouter très rapidement que si jamais vous sentez cette fibre militante, cette capacité à emmener, voire à imposer, elle sera peut-être plus facile à mettre en œuvre comme entrepreneur ou dans une start-up qui fait quelque chose de nouveau et qui ne sera pas gêné par toute une structure existante autour. Je rattacherai quand même l'engagement à cette notion de résilience dont tu parlais ou de persévérance. Il se trouve qu'en fait, je pense que quand on porte ces sujets, là du coup, moi, je suis un peu biaisé parce que je suis dans une entreprise engagée et qu'en fait, je n'ai plus à lutter tout le monde est d'accord directement en fait, alors que du coup, dans une entreprise initialement pas engagée, et ben là en fait, il y a tout le temps des gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a des codes, il y a des habitudes qui sont tenaces et moi je trouve que engagé c'est bien, mais du coup je dirais engagé et très persévérant alors. Beaucoup de ténacité, on est d'accord. Voilà. Merci à tous. Si vous n'avez pas de choses à rajouter sur ce point-là, on va passer à une question un peu taboue. Est-ce qu'on parle de métier de la transition, on parle de secteur du développement durable, mais est-ce qu'aujourd'hui, quels sont
en termes de salaire, à quoi s'attendre aujourd'hui? Est-ce qu'il vaut mieux travailler dans un cabinet de conseil, dans une entreprise? Est-ce que les salaires sont moins attrayants et moins intéressants que dans d'autres secteurs plus classiques? Voilà. On est volontairement curieux parce que c'est une question que tout le monde se pose, les étudiants comme les alumni en reconversion. On voulait avoir votre avis là-dessus. Avec qui? C'est parti. Voilà, exactement. Alors moi, je veux bien y aller parce que chez Burdeo, depuis, je sais pas, on doit être à la 5e ou à la 6e étude qu'on publie tous les ans sur l'évolution du marché, et notre étude comprend une partie sur les salaires. Donc, effectivement, on s'intéresse à la question. Caroline a beaucoup œuvré durant ces 10 dernières années pour faire reconnaître la professionnalisation de ces métiers, entre autres aussi d'un point de vue du salaire. Et ce que l'on peut quand même dire, c'est que les salaires évoluent et évoluent dans le bon sens. Donc ça, c'est la première chose. Personnellement, je trouve qu'ils évoluent un petit peu plus rapidement ces derniers 18 mois pour plusieurs facteurs, parce que c'est un sujet qui est maintenant un sujet important dans les entreprises. Il y a de plus en plus de responsables RSE qui se retrouvent au COMEX, donc les entreprises y attachent une grande importance, et plus c'est visible, plus on met une valeur à ces ressources, parce que les entreprises comprennent aussi que si elles ne s'engagent pas sur cette voie-là, ça aura un impact in fine peut-être sur leur propre business et leur business model à tout le moins. On est aussi dans une situation de pénurie où on se retrouve sur certains métiers et certaines compétences à avoir un marché qui n'est pas aujourd'hui à la hauteur peut-être des attentes des entreprises, et qui dit pénurie dit que les salaires augmentent un petit peu quand il faut faire venir des collaborateurs. Et donc, je ne sais pas si vous voulez des chiffres précis sur... moi, je peux vous donner les chiffres qu'on avait publiés en début de cette année, mais ça va être très diversifié en fonction du secteur, en fonction de la taille d'entreprise, en fonction de la maturité de l'entreprise. Ça, c'est une autre chose. Si vous avez une entreprise qui a une maturité élevée sur le sujet, les salaires seront plus élevés parce qu'elle aura vu l'intérêt et ce que ça peut apporter à l'entreprise de s'attaquer à ces sujets-là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Un chef de projet, coordinateur RSE, on est juste en dessous de 60 000 € bruts par an. Un responsable développement durable, on va être aux alentours de 70 80 000 par an. Si on passe sur des postes plus élevés de directeur de développement durable, on est plutôt sur du 120 000, parfois un petit peu plus élevé. Dans les cabinets de conseil, on est à peu près sur moins de 10 ans d'expérience. On va être moins de 10 ans, c'est un peu large, mais on va dire jusqu'à 5 ans, on va être aux alentours de 50. Et puis dès qu'on monte sur des consultants seniors, 7-8 ans d'expérience, on va assez vite monter à du 70, du 80. Ce que je voudrais vous indiquer quand même aussi, c'est que la plupart des rémunérations que l'on peut voir aujourd'hui sont composées d'un fixe et d'un variable. Donc c'est un élément, un variable qui peut aller jusqu'à 10% du salaire sur des objectifs individuels et des objectifs d'entreprise. Donc voilà moi ce que je peux vous dire. Ça gagne pas si mal. Écoutez, non, mais les choses ont évolué dans le bon sens, oui. en tous les cas. Mais aussi parce que les personnes qui viennent, les candidats qui viennent sur ce marché aujourd'hui, ils vont par conviction, mais ne laissent plus leurs attentes salariales à la porte. C'était le cas il y a 8-10 ans. On allait sur ces métiers par conviction parce qu'on voulait changer les choses et que quelque part le salaire, c'était pas ça qui était important. Mais aujourd'hui, on a des candidats qui en veulent les deux et vous savez quoi, ils ont raison. Voilà. Pauline, je ne sais pas si... Non, je vous rejoins tout à fait sur l'évolution des salaires, c'est tout à fait vrai et dans le bon sens. Moi qui ai été confrontée il y a pas si longtemps au marché du travail,
donc il y a 2 ans, moi j'ai fait une alternance dans un grand groupe américain. J'ai voulu me réorienter vers le droit chemin, non, vers le secteur de la transition, évidemment. J'ai été confrontée en effet est-ce que je prends un plus gros salaire dans une société américaine qui n'a pas du tout mes valeurs, le chemin que j'ai envie de prendre, ou est-ce que je me réoriente vers un secteur que je connais pas forcément, dans lequel je dois certes faire peut-être mes preuves, me renseigner, me former, etc. Un secteur aussi plus vert et moins cher payé. C'est vrai, faut pas se le cacher. Il y a 2 ans de ça, c'était en tout cas des salaires très différents entre ces 2 types d'entreprises. Mais c'est des salaires qui évoluent très rapidement, donc que ce soit chez nous, chez Imagreen ou chez nos clients. C'est des niveaux de salaire aujourd'hui qui ont rejoint certaines entreprises pas encore dans le secteur de la transition environnementale. Pour donner quelques chiffres, chez des juniors en région parisienne pour des postes de management de projet, gestion de projet dans le secteur des énergies renouvelables, par exemple, on est aux alentours de 35-40 000 à l'année. Sur la province, on est plus aux alentours des 30-35. Mais c'est des salaires qui peuvent prendre entre 10 à 25% d'évolution les 5 premières années. Donc voilà, avec aussi, je rejoins Catherine, une partie fixe, une partie variable. Voilà, c'est des secteurs qui sont en évolution et les salaires suivent. Faut pas s'inquiéter, d'autant plus si vous développez des compétences très spécifiques. C'est d'autant plus valorisant et les salaires suivront avec. Complète tout ça, c'est que, enfin d'ailleurs en fait du coup donc là finalement il va y avoir le même constat qu'il y a je pense que la photographie des salaires est aussi un peu différente entre les postes, je dirais d'experts de la durabilité en entreprise vs les postes en asso ou dans l'ESS. Il se trouve que je pense que plus on avance, plus en fait, comme tout métier pénurique, les salaires augmentent. Et aujourd'hui, à mon avis, les jobs dans la durabilité, les salaires que tu as annoncés, bon, je n'ai pas leur équivalent pour leurs autres pendants, mais ça me semble être au moins aussi bien payé que les autres. Si ce n'est presque demain, à mon avis, ça pourrait être mieux payé. Bon, du moins, moi, ma conviction, c'est que demain, ils seront mieux payés parce qu'en fait, on aura besoin de ces gens, que toute entreprise y va, qui est une pénurie extrême. Et à mon avis, c'est amené à presque être mieux payé. Et après, il se trouve que dans le milieu, je dirais, de l'ESS, donc tout ce qui est poste en asso, poste ou en start-up de l'ESS, bah là, en fait, ça va dépendre de vachement de trucs. À l'entrée, je pense que les salaires sont pas si différents de ceux que tu mentionnais, Pauline. Je pense que en général à Paris, je pense que les salaires d'entrée sont, alors toi tu es en région, mais bon, je pense qu'à Paris, je pense que les salaires d'entrée sont entre 30 et 35 K, à mon avis. Il faut en gros enlever 10%, je dirais, de la fourchette basse du salaire qu'on voit d'habitude, à peu près. Et ensuite, ça va vachement dépendre du business model de la structure. Ça va vachement dépendre de est-ce qu'elle lève ou pas, quelle est sa taille. Et là, du coup, plus vous allez aller dans des structures qui n'ont pas des business models dits scalables, où il n'y a pas de levée de fonds, ou qui sont petites, plus en fait, ça va être des salaires qui seront minces en fait et qui tourneront, je pense, autour de 2000 euros, 2000 euros net, quoi. Et à l'inverse, moi je travaille chez Make Sense, qui est une asso, où du coup on essaie de se réinventer sans cesse en termes de business model et on gagne très bien notre vie. Donc je pense que ça dépend vachement du type de business model de la structure que vous rejoignez. Oui, je te rejoins sur le fait que l'évolution et la maturité de l'entreprise comptent beaucoup. Pour prendre un exemple, le secteur des énergies renouvelables, il y a 10 ans, sur des postes de chef de projet, on était aux alentours de 26-28 000 à l'année. Aujourd'hui, c'est parce que c'était des projets tout nouveaux et un petit peu peut-être compliqués à implanter en France. Aujourd'hui, c'est des business models qui
qui tourne très bien et qui recrute d'ailleurs beaucoup. Du coup, on est sur des niveaux de salaire aux alentours de 36-40 à l'entrée. Donc, en une dizaine d'années, on a pris une dizaine de cas à l'entrée, quoi. Tu avais quelque chose à ajouter? Oui, quelques éléments quantitatifs. Donc toujours sur la même petite étude, il y a une trentaine de personnes qui ont répondu, qui ont effectué une transition professionnelle en lien avec la situation écologique. C'est un petit échantillon, et il y a peut-être des biais de sélection, mais je trouvais ça intéressant de voir que parmi ces personnes, il y en a à peu près un quart qui ont maintenu, voire un peu augmenté leur salaire, et le reste qui ont un salaire qui a diminué, dont à peu près la moitié de ces personnes-là qui avaient un salaire qui a diminué de plus de 20%, ce qui m'est apparu beaucoup. C'est le cas spécifique des personnes qui ont fait une transition vers un job plus soutenable. Et je voulais simplement rassurer les personnes, les alumni qui envisagent des transitions. Les 3/4 des personnes qui ont répondu disent être à l'aise avec leur nouveau niveau de revenu. Donc ça, c'est une bonne chose. Et le deuxième élément que je vais partager, c'est que la question à quel salaire s'attendre présuppose presque que les métiers durables sont différents des autres, et c'est vrai en partie pour les métiers de conseil ou d'autres. Par ailleurs, il y a des métiers qui sont tout à fait durables et dont on ne se pose pas la question de est-ce qu'ils payent plus ou moins. Typiquement, si vous travaillez chez SNCF, RATP, ou même chez les énergéticiens français qui émettent peu de gaz à effet de serre, vous contribuez concrètement à la transition. Et a priori, vous aurez les niveaux de salaire de l'industrie correspondants. Et donc, si on se pose ces questions-là, on peut se poser de façon sous-jacente la question de est-ce que ce que je souhaite, c'est travailler dans un poste qui est étiqueté durable et que ça se sache et que ça fasse partie de mon identité, et où est-ce que je veux travailler dans un poste qui contribue concrètement, et peut-être déjà aujourd'hui, auquel cas des postes type la RATP ou la SNCF peuvent en faire partie, même s'ils sont peut-être pas aussi étiquetés développement durable qu'un consultant carbone. Et a priori, ces postes-là ont les niveaux de salaire de leur industrie. Voilà ce que je voulais indiquer sur la question du salaire. Ok, parfait. Merci Samuel. Maintenant, on a une question un peu plus pratique. Est-ce que vous avez du coup des conseils applicables rapidement pour les alumni et les étudiants qui sont dans le public, qui nous écoutent, sur comment faire maintenant, quelles sont les clés, par quoi on commence? Est-ce que vous avez un petit cheminement type que vous recommandez aux gens que vous accompagnez pour se lancer dans la transition, qu'on soit en fin de parcours grande école, en fin d'école de commerce tout court, ou en train de se poser des questions pour commencer une reconversion? Nicolas? Eh bien, c'est une excellente question. Moi, j'aurais tendance à dire que premièrement, du coup, il faut déjà affiner et définir son projet. Et ça passe soit on peut le faire soi-même avec des outils comme l'Ikigai. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'entends, c'est presque mon combat en fait aujourd'hui du quotidien, que ce soit dans mon expérience pro ou bénévole à côté. C'est j'en ai marre d'avoir tous ces potes qui me disent ok, mais tu comprends, j'aimerais bien faire quelque chose que j'aime ou dans l'impact positif, mais j'ai envie d'un métier stimulant intellectuellement et dans lequel je gagne ma vie. J'ai un prêt, etc. Mais en fait, posez-vous et écrivez en fait, ok, du coup, ce pourquoi vous êtes bon, ce pourquoi vous êtes payé, ce dont le monde a besoin, quelle est la cause qui vous tient à cœur, et ce que vous aimez. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'ikigai, c'est le cercle finalement de ces 4 choses qui fera que vous serez parfaitement épanoui dans ce job, au moins pour un temps, parce que nos envies évoluent. Et moi, ma conviction profonde, c'est qu'il existe des milliers d'offres d'emploi qui, par ailleurs, en fait, à plein de recruteurs qui ont des super projets qui n'arrivent pas à recruter. Donc, en fait, faites ce travail et faites ce travail de recherche, que ce soit après en allant, une fois que vous avez défini votre projet, du coup, il s'agit de trouver
du coup ce job, donc en allant sur Job That Makes Sense, en contactant votre réseau, en étant proactif, je dirais, dans vos démarches. Ne vous contentez pas, je dirais, de postuler à des offres qui existent. Pour moi, en fait, s'il y a des organisations, des personnes qui vous inspirent, contactez-les pour en savoir plus sur leur travail, tout simplement. Et après, en leur demandant, écoutez, sachant que ce monde est assez bienveillant, donc c'est rare en fait, qu'on vous mette un vent, qu'on vous réponde pas, qu'on soit méchant, c'est souvent bien accueilli. Donc, du coup, allez à la rencontre de ces gens, soit au niveau de votre réseau proche, plus loin, ou même des gens que vous connaissez pas. Et après, seul, c'est aussi dur de définir son projet, donc il y a aussi plein d'experts pour vous accompagner là-dedans, ce qu'on appelle les bilans de compétences, vous pouvez aussi retrouver sur Job That Makes Sense, mais là je fais trop ma pub, des Little Big Impact, des So Many Ways, des Tickets for Change, des Switch Collectif, Chance, Bloomer, Bloom Inside, j'en ai cité un, je sais toutes les citer. Donc du coup, il y a plein d'acteurs qui peuvent vous accompagner là-dedans. Et sachant que parfois, une fois que vous avez défini votre projet et que vous avez trouvé des jobs qui vous font kiffer, et peut-être que du coup, il peut vous manquer des compétences clés pour arriver à cette job. Et là, du coup, il ne vous manquera plus qu'à suivre la formation dédiée. Évidemment, si vous voulez vous mettre à décarboner la chaîne de valeur de l'entreprise, bon, ça demande quelques compétences. Et donc, du coup, là, il faudra suivre une formation que vous pouvez aussi retrouver sur le Job That Makes Sense. Je m'arrête. J'aurais pu mettre un petit bandeau derrière, ça aurait été aussi bien. Voilà, pour moi. Super, merci Nicolas. Samuel, je crois que qu'on avait préparé donc cette table ronde, tu nous avais partagé certains éléments sur le cheminement à avoir pour faire sa transition, qu'on soit déjà dans le monde professionnel ou encore étudiant. Oui, effectivement, un cheminement en 4 étapes. 1, apprendre à faire confiance à ses émotions, à son intuition. 2, identifier ce que j'appelle les envies profondes et ce que Nicolas, qui sont des éléments qui se retrouvent dans l'ikigai. 3, identifier un ou plusieurs projets professionnels, les creuser et en choisir un. Et puis 4, établir un plan d'action pour y arriver. Ça, c'est 4 étapes. Et j'ai très envie d'insister sur la première, parce que je sais qu'en école d'ingé, et peut-être pour vous en école de commerce, on est très orienté mental, et on nous apprend beaucoup à nous méfier de nos émotions, et par ailleurs, on est peut-être beaucoup en école de commerce, on a envie d'être cool et d'être intégré au groupe, et du coup, on peut penser qu'on a envie de faire quelque chose professionnellement, et alors qu'une partie de cette envie nous vient de l'extérieur. Et c'est hyper important d'apprendre à faire confiance à ses émotions et notamment à l'indignation ou à la colère qui vont vous aider à définir quelle est la cause qui vous révolte, pour laquelle ça vous donnerait de l'énergie de travailler. Si vous ressentez de la colère à voir des plastiques sur les plages, c'est peut-être plus pertinent d'aller travailler à limiter les déchets, notamment plastiques, que d'aller sur le climat. Et pour vous donner un deuxième exemple, j'ai à un moment fait une reconversion j'étais consultant en organisation, je me suis dit que j'allais faire du conseil pour le climat, et intellectuellement, ça me paraissait une bonne idée, ça me paraissait être un sujet d'avenir, et il s'est trouvé que en entretien, à chaque fois qu'on abordait les sujets techniques liés au climat, je bâillais à en décrocher la mâchoire, et ça se voyait, et je pouvais pas m'en empêcher. Et je me suis aperçu à cette occasion-là que, en fait, les aspects techniques du climat m'intéressait pas suffisamment, et j'ai été pris à aucun des cabinets qui étaient spécialisés sur le sujet. Donc, vous avez besoin d'être capable de sentir que le sujet vous énergise. Quelques éléments de distinction également. Est-ce que vous voulez être étiqueté écolo et avoir un sujet sexy, et ou être efficace, et ou avoir des collègues qui ont besoin de sens. Et ces trois éléments qui sont pas toujours présents ensemble. J'ai travaillé chez Enercop, qui pour le coup était une coopérative militante, et toutes les personnes qui travaillaient dedans beaucoup d'entre elles étaient militantes, et c'était génial d'avoir des collègues qui cherchaient du sens. Et je me retrouvais pas forcément dans la mission consistant à remplacer du nucléaire par l'électricité renouvelable. Donc, avoir des collègues qui ont du sens, c'est pas la même chose qu'avoir une mission qui nous parle, et c'est pas forcément la même chose qu'avoir un job cool. Des gens qui développent des comment ça s'appelle, des dance floor
qui génèrent de l'électricité avec les pas des danseurs. C'est sûrement très cool. Je me pose la question de l'efficacité énergétique d'un tel dispositif. Sans dire qu'il ne faut pas le faire, ça va dépendre de ce que, si vous cherchez à intégrer une communauté écolo-cool et ou à avoir un impact fort sur la production d'électricité. J'ai dit, je passe là. Moi, je rajouterais une chose, surtout pour les étudiants. Sachez que si vous avez, parce que c'est souvent la problématique, pas d'expérience dans ces secteurs-là, c'est pas grave. Sachez mettre en avant vos autres expériences, pas uniquement les expériences professionnelles, les expériences de la vie tout simplement, parce que toute compétence, toute expérience est bonne à prendre dans ces secteurs-là. Donc voilà, nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, comme on vous le disait au début, c'est surtout des personnes qui ont des valeurs, qui savent communiquer, qui sont à l'écoute et qui ont l'envie surtout. Donc même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, c'est pas grave. C'est la motivation qui va primer. À un moment donné, ça va payer. Catherine, tu voulais rajouter Pas grand-chose à rajouter, non, effectivement, construire son projet professionnel et aller chercher les personnes qui font le job, qui serait le job de vos rêves pour aller effectivement les interviewer. Qu'est-ce que ça recouvre réellement? C'est comment ils sont arrivés là, eux, et qu'est-ce qu'ils font exactement tous les jours. Et faire l'inverse de ce que j'ai fait quand j'ai décidé de faire ma transition professionnelle, parce que je venais d'un secteur complètement différent. Et moi, j'ai décidé que j'allais aller faire du droit parce que je trouvais que c'était sympa et que ça me plaisait bien. Donc, j'ai fait un Master 2 en droit et sciences politiques de l'environnement. Sauf que je ne me suis pas intéressée de savoir qui avait besoin d'un juriste en droit de l'environnement. Et quand je suis sortie toute contente, auréolée de mon diplôme, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 5 entreprises à Paris qui avaient un juriste spécialisé en droit de l'environnement et qu'ils en avaient tous un et qu'ils n'allaient pas en recruter un autre. Et j'ai galéré quelques années pour pouvoir trouver le job dans lequel je suis aujourd'hui et aussi penser que ce n'est pas une autoroute. Une reconversion n'est pas une autoroute. Autorisez-vous les chemins de traverse. Autorisez-vous de passer par d'autres petites expériences ailleurs pour vous retrouver. L'expression « tous les chemins mènent à Rome » est vraie quand on fait aussi une reconversion. Et j'en profiterai du coup pour répondre à une des questions que j'ai vues, parce que j'ai déjà regardé les questions. Y a-t-il une difficulté d'attractivité des plus de 55 ans sur ce secteur? J'ai retrouvé mon job chez Burdeo, j'avais 50 ans. Donc tout arrive et c'est toujours une question de rencontre. C'est ce que je dis toujours aux candidats avec qui je parle, c'est une question de rencontre. Et la rencontre, elle se fera un jour. Il faut démultiplier les opportunités de rencontre. Ce que j'allais dire, c'est provoque. C'est ça. Bien d'accord, si je peux, trois minutes choses, mais qui sont courtes. Juste mis à partir, c'est pas parce que vous bossez dans une entreprise engagée dans une asso que vous serez forcément heureux. D'où la nécessité, je dirais, de creuser son projet, parce qu'en fait, il y a des assos dans lesquels on fait un énorme burn-out, peut-être il y a des projets qui ne vous parlent pas, qui ne dépendent pas d'énergie, donc il y a une nécessité de creuser son enjeu avant. Parfois, on pourrait se dire aussi, nos proches, c'est voilà, tant que tu bosses dans une asso, arrête de nous embêter. Non, en fait, on peut ne pas être heureux, et alors que son entreprise, en fine, a un impact collectif. C'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est ne vous limitez pas en termes d'envie. En fait, vous imaginez le temps qu'on passe dans un boulot, qui plus est quand on est investi, quand on aime bien faire son taf. En fait, ne vous limitez pas. En fait, s'il y a quelque chose dans lequel vous croyez à fond et que vous aimez, en fait, ce taf, il existe. Donc, en gros, ne vous limitez pas et n'abaissez pas vos attentes en termes de, je dirais, d'envie. Et cette notion d'énergie, j'ai réinsisté dessus, j'ai écrit dans le chat, mais est ultra importante, de se sentir énergisé par son taf, le projet. Et enfin, troisième notion, dont on a moins parlé ici, il y a aussi une notion de cadre de travail qui est ultra importante. Et par cadre de travail, j'entends le mode de gouvernance, le mode de hiérarchie qui peut rentrer en œuvre. Il y a des personnes qui aiment que tout soit, je dirais, structuré, processé, que notre job soit clair, avec des objectifs clairs et dans lequel nous, on est un expert de son domaine, et d'autres dans lesquels, en fait, on veut avoir une liberté, des coups des franches, pouvoir réinventer son job, etc. Dans les deux cas, en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, Job That Makes Sense, je l'ai rejoint, j'étais
premier chez Job That Makes Sense. Du coup, à moi d'inventer tout. Et les décisions que je prends, c'est à son bonne, je le sais, c'est à son mauvais, je le sais. Et donc, du coup, ça me demande est-ce que j'ai l'énergie tous les jours de me dire je vais faire ça, je vais faire. Enfin, du coup, de tout inventer. Et de l'autre, on peut aussi être très mal à l'aise dans ce type de situation. Voilà. Du coup, demandez-vous que le cas de travail dans lequel vous aimez travailler, il n'y a pas de bon ou moins bon. Merci beaucoup, Nico. Samuel, un dernier point dans les questions. Merci beaucoup. Je voulais ajouter, il y a un point qui est hyper important. Catherine, tu disais aller voir des gens et demander ce qu'ils font. Et j'ai envie d'ajouter, aller voir des gens et discuter avec eux. Discuter entre personnes qui recherchaient, notamment si vous êtes étudiant, qui vous posaient des questions. Si vous êtes dans votre boîte, essayez de trouver des personnes qui se posent des questions ou tout simplement qui peuvent vous écouter. Et ce qui est super important, c'est de trouver des gens qui sont capables de vous écouter avec curiosité et sans vous juger et sans vous donner de conseils. Et donc toutes les structures que tu citais, Nicolas, sont des structures qui aident notamment à faire ça, à s'exprimer et à... Et en fait, une personne qui va vous écouter va vous forcer à structurer votre pensée, à exprimer comment vous vous ressentez. Et j'allais dire, mon expérience de coach, peut-être la moitié du chemin se fait en disant où on en est dans sa réflexion à une autre personne qui nous écoute et qui manifeste son intérêt et qui ne nous juge pas et qui ne va pas forcément chercher à nous donner des conseils. C'était le dernier conseil que je souhaitais vous passer. Essayez de trouver quelqu'un qui sait écouter et à qui vous pouvez en parler. Merci beaucoup, Samuel. Merci à tous pour ces réponses aux questions. On a des petites questions de la part des participants. Donc, je crois que du coup, Catherine, tu avais répondu à l'autre question. Donc, l'autre question qu'on a, c'est celle de Capucine, qui est de plus en plus de formations spécialisées sur la RSE et le développement durable sont délivrées aujourd'hui. Est-ce qu'un candidat qui a suivi une de ces formations sera obligatoirement choisi face à un candidat qui a une autre formation ? Moi, je veux bien répondre à ça parce que c'est une question qu'on nous pose très, très souvent autour des formations. Quelle formation faut-il faire? Quelle formation faut-il choisir? Deux choses. Moi, j'ai l'impression, dans les recrutements que j'ai pu faire, que la formation, c'était pas la première chose, honnêtement, qu'on regarde. Pauline, Ouais, complètement. En tout cas, le master ou la licence, non, c'est vraiment les expériences professionnelles et extra-professionnelles qui priment. Alors, en disant ça, ça ne veut pas dire que les formations qui existent n'ont pas une valeur ajoutée, n'ont pas une plus-value. Mais ce n'est pas le sésame qui va ouvrir la porte exclusivement. Et sur quel type de formation faut-il faire, lesquelles sont les mieux, ma réponse standard est toujours la même. Une formation n'a de sens que si vous avez fait votre projet professionnel auparavant. Votre formation, elle doit être la réponse à ce que vous avez identifié comme étant manquant dans votre projet pour avoir accès à ce dont vous avez envie. Voilà. C'est un accélérateur, peut-être, mais c'est pas nécessaire. Et c'est pas nécessaire si vous en choisissez une. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire essayez de voir celles qui vous permettent de faire des missions, de faire des stages, parce qu'encore une fois, cette expérience sur le terrain, c'est ça qui va être valorisé. Il y a d'excellents MOOC et je sais pas comment tu fais, Pauline, mais personnellement, je regarde avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, les MOOC que les candidats mettent sur leur CV parce que c'est important de garder cette appétence pour l'apprentissage dans ces métiers. Donc moi, je valorise beaucoup ceux qui prennent le temps de faire ces MOOC. Et puis après, vous avez des formations courtes, des formations plus ou moins longues. Il y a beaucoup de critères autour des formations, mais ça doit s'insérer dans le projet professionnel sur lequel on a travaillé en amont. Catherine, est-ce que tu as des exemples de MOOC en tête? On a une question dans le chat. Oui, alors il y a celui du C3D, du Collège des directeurs du développement durable, qui existe en français et en anglais. Je vois très souvent passer celui de l'ESSEC sur le reporting extra-fille. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, c'est les deux qui me viennent à l'esprit en tous les cas. Nicolas, tu voudrais rajouter quelque chose? Non, il me semble que Audencia a fait un MOOC, mais j'ai l'impression de voir les écoles. En parlant d'Audencia, ce qui est intéressant, c'est le master qui vient de débuter
qui s'adresse au DAF et au CFO sur toute la partie extra-financière. C'est très intéressant de voir ces formations qui commencent à se développer sur des sujets très précis comme ça. Complètement, les donateurs, SPHIRE, bref, Sustainable Finance et investissement responsable. Et, voilà. Voilà. Et après, peut-être que les compétences, ça dépend aussi de la technicité du poste, peut-être. Donc, il y a des hard skills, là, il faut ces compétences avant de tout place. Nickel. On a une autre question là qui arrive. Pour une recherche de stage ou d'alternance, conseillez-vous de postuler à des postes qui nous permettent de toucher à tout afin de découvrir un peu les missions pour une première expérience? Ah non, un peu les différentes missions pour une première expérience. Par exemple, pour un poste de BizDev. La question, ce qu'on a envie de découvrir. C'est vrai que si on est un petit peu curieux, on se pose des questions, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, ça peut être un bon choix stratégique pour pouvoir s'orienter. Je penserais plus à des postes transverses qui permettent d'être en lien avec d'autres services de l'équipe, pas forcément des postes de business développeurs, des postes d'assistant chef de projet, puisque vous pouvez être en relation avec des bureaux d'études, avec le pôle comptabilité, le pôle finance. Là en effet, ça permet de parler avec beaucoup de gens et du coup de se créer un réseau par la même occasion. Après, sur des postes plus spécifiques, je pense notamment au secteur de la finance verte, je pense que c'est très important de se faire, d'entrer tout de suite dans le vif du sujet finance, parce que il faut pouvoir monter en compétence sur les outils financiers, gagner en compétences techniques, je dirais. Donc ça dépend le choix de carrière et les postes qu'on a envie de viser. J'ai envie de préciser, en fait, quand on est en stage, quand on a plusieurs, par exemple, en école, en fait, moi, je vous dirais de faire ce que vous avez envie de faire. Parce que souvent, on se dit, il y a une voie royale, je vais faire quelque chose qui m'ouvre des portes. Donc, du coup, si on résume, on fait un bac S ou un ES parce que ça ouvre des portes, on fait une prépa parce que ça ouvre des portes, on fait une école parce que ça ouvre des portes, on fait de l'audit parce que ça ouvre des portes. À un moment, c'est bien d'ouvrir des portes, mais il faut ouvrir une porte. Donc, du coup, en fait, ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de gens qui sortent de leur école, on fait la voie royale, ont un CV de top et qui vous servira, je vous rassure. En final, vous n'avez toujours pas ce que vous voulez faire. Donc en fait, testez ce que vous voulez faire et au pire, et après, testez un poste dans une petite boîte, dans une grosse boîte et affinez votre projet pro. Enfin, servez-vous de vos stages pour affiner votre projet pro. Je dis ça, j'ai fait de l'audit en stage, mais c'est... Bon, moi, je vais rebondir sur le stage et je vais faire plus de 30 secondes. On a un stage au sein de Burdeo en marketing et communication. Donc, s'il y a des étudiants qui sont en recherche de stage, surtout, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est des secteurs qui recherchent pas mal de stages et encore une fois, on ne recherche pas des personnes... un stage, c'est fait pour apprendre. Donc n'hésitez pas à postuler à des stages sur lesquels vous ne pensez pas avoir des compétences. Ce qu'on recherche, c'est surtout la motivation. C'est les stages qui demandent de l'expérience, qui... Je vais être vulgaire, mais bref, en gros, on ne peut pas demander un stagiaire avec de l'expérience et qu'il faut qu'elle s'en rende les boîtes. Samuel, tu voulais ajouter un point? Si j'avais un point à ajouter, c'est... une fois que vous avez choisi le premier poste, voyez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et n'hésitez pas à changer vite et à essayer vite autre chose en fait. Ça peut être normal au début de pas trop savoir, d'avoir 1-2 stages peut-être d'expérience et de pas trop savoir ce qu'on veut. Et c'est normal. Et le piège serait de rester 10 ans par confort au même endroit et de se retrouver à un moment où on a des enfants, une vie ancrée dans une ville, etc. Et où c'est pas que c'est impossible de changer, mais c'est plus difficile. Donc décidez vite si vous voulez voir autre chose ou pas après votre première expérience. Ok, parfait. On a encore du temps pour peut-être une question, si vous voulez. Une question sur la personne qui va poser. Non, mais je vois que l'heure tourne et... L'intérêt, c'était ça, bonne. Ouais, sinon, je propose qu'on s'arrête là. On a bien fait le tour. L'échange sera disponible en replay sur nos réseaux, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous pour ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn. Vous pouvez ajouter nos invités qui sont n'hésitez pas. disponibles pour vous répondre. Et
Et voilà, et pour suivre les actus du club RSB for Change et nos prochains événements, on a une page Facebook et une page LinkedIn désormais. Et si vous voulez rejoindre le club pour participer à nos événements et nous aider dans les projets de 2022, on a une communauté Slack sur laquelle on discute pour voilà, participer, créer les événements. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux. On sera un plaisir. Et un grand merci surtout à nos invités pour leur temps ce soir. C'était super. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Un petit jingle de fond. Non, j'ai pas de jingle. Bon, a cappella, c'est nouveau. Nickel. Tac. Ouais, Alexandra, tu peux arrêter l'enregistrement du coup, je pense. Non, elle est plus là, je crois. Ouais. Oui, Ouais, vas-y. elle est plus là, je crois. Est-ce qu'un débrief est prévu entre nous? Comment, Samuel, tu dis quoi? Ouais. Est-ce qu'on débrief Bah, maintenant en fait, et ou plus tard? Ouais, plus tard parce que là, en fait, le campus de Paris va fermer. Ah oui, c'est vrai, exact. Vous allez vous faire virer Manu Militari. Mais oui, on peut se prévoir ça, ouais. Demain midi, dans la journée. Ouais, Bon, on voit ça par mail. ça par mail, ouais. Ouais. Slack. Yes. Bonne soirée tout le monde. Bonne Merci bonne beaucoup. soirée. Salut, bonne soirée. Au revoir. Vraiment, merci beaucoup.